Les bouleversements géopolitiques engendrés par la guerre israélo-américaine contre l'Iran figuraient en bonne place à l'agenda de ce déplacement en Asie d'Emmanuel Macron. Après le Japon, il s'est rendu à Séoul, image de ce vendredi matin. La Corée du Sud, comme nombre de pays d'Asie, subit de plein fouet les coûts de cette guerre sur le plan énergétique, entre autres. Je vous propose d'écouter le président français Emmanuel Macron. Il était aux côtés de son homologue sud-coréen. La République de Corée et la France reconnaissent le rôle essentiel du multilatéralisme, des Nations Unies et des valeurs que nous portons. Nous avons abordé la crise au Moyen-Orient, les conditions d'un processus de désescalade et les conditions dans un cadre international clairement établi, une déconfliction étant négociée avec l'Iran, d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Et avec nous pour son décryptage, Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Philomène. On vient d'écouter Emmanuel Macron. On va essayer de décrypter avec vous ces quelques éléments nouveaux dans cette actualité internationale extrêmement mouvante que nous couvrons. D'abord sur le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on peut dire que les manœuvres diplomatiques et politiques s'intensifient pour faire plier l'Iran et rouvrir totalement ce détroit? Oui Philomène, on peut le dire parce que effectivement, la situation du détroit d'Ormuz, qui est donc bloqué depuis un mois maintenant sur décision de l'Iran, qui utilise ce détroit comme un peu une de ses cartes maîtresses pour élargir le conflit, faire de ce conflit aussi une guerre économique, notamment une guerre de l'énergie, eh bien, tout cela commence à avoir des conséquences très sérieuses. On en parle tous les jours, très sérieuses. On en parle tous les jours sur les marchés, bien sûr, mais aussi sur le prix de l'essence à la pompe pour des millions et des millions de consommateurs dans le monde. Donc, la pression est forte, alors notamment de la part des pays les plus géographiquement concernés, c'est-à-dire les pays du Golfe, Bahreïn, Koweït, Émirats arabes unis, le Qatar, pour faire quelque chose qui contraigne l'Iran à ne plus bloquer, ou en tout cas quasiment bloquer le détroit d'Ormuz, puisque l'Iran pratique une forme de filtrage du passage des navires, permettant par exemple aux navires chinois de passer. Donc il y a effectivement une activité diplomatique assez intense, portée par les 15 pays du Conseil de coopération du Golfe, qui souhaitent que le Conseil de sécurité des Nations Unies soutienne leur proposition d'autoriser ces pays à utiliser la force contre l'Iran pour desserrer l'étau du détroit d'Ormuz. Alors, intense activité diplomatique, mais complications assez forte, au point que ce texte, qui devait être étudié aujourd'hui même par le Conseil de l'ONU, vendredi matin, c'est-à-dire avec le décalage horaire début d'après-midi, heure française, eh bien, ce vote a été reporté peut-être pour demain, en tout cas s'inédier, puisqu'ensuite ce sera évidemment la période du week-end de Pâques, tout simplement bien parce que les différents membres du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont pas d'accord pour utiliser la force. Alors nos confrères de l'AFP nous indiquent qu'il y a eu plusieurs versions du texte qui ont été élaborées pour permettre un ralliement des pays qui sont très réticents à autoriser l'usage de la force dans le détroit d'Ormuz, notamment la Russie, la Chine, mais aussi un pays comme la France. On en serait au 6e projet de texte qui introduirait la notion de mandat défensif, c'est-à-dire qui autoriserait le recours à la force si le bateau, par exemple, un pétrolier de Bahreïn ou du Qatar, etc., est attaqué par l'Iran. Mais est-ce que ce texte, avec cette nouvelle notion, va passer et quand va-t-il passer? La question reste posée, car les 3 pays dont je parlais, la Russie, la Chine et la France, sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et disposent donc d'un droit de veto. Qu'ils peuvent utiliser chacun à sa guise. Absolument. Et ce matin, pour être tout à fait complet, Bruno Darou, restez avec nous, l'Iran a mis en garde le Conseil de sécurité de l'ONU contre, je cite, toute action provocatrice. Sur le on peut ajouter juste aussi que l'Iran est en négociation avec le sultanat d'Oman pour essayer de régler en bilatéral cette question du passage des pétroliers, et explique en fait pas besoin d'aller jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU pour régler cette question. Puisque ce détroit se partage effectivement entre l'Iran et Oman. Absolument. Restez avec nous, Bruno Darou. Sur le plan militaire, on va parler maintenant de Donald Trump. En pleine guerre, Donald Trump fait le ménage dans son
administration. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George, a été poussé à la démission avec effet immédiat. On va voir l'image de Randy George. L'annonce a été faite par un fidèle parmi les fidèles de Donald Trump, le ministre de la Défense Peter Hegseth. Aucune raison officielle n'a été donnée à ce départ soudain qui intervient dans le contexte que l'on connaît. Bruno, est-ce qu'il y a une crise aux États-Unis s'agissant de la gestion sur le plan militaire de cette guerre? Écoutez, Philomé, je crois qu'on peut dire qu'il y a deux éléments qui jouent d'une certaine manière dans ces démissions forcées, ces nominations, etc. Il y a un premier élément qu'on peut dire idéologique, c'est-à-dire que depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il veut mettre à la tête des différents organismes, notamment de l'armée, des personnes qui lui soient fidèles, alors que l'armée américaine, traditionnellement, est plutôt en retrait par rapport aux questions politiciennes, par rapport à d'autres institutions américaines. Donc, il y a déjà eu d'autres hauts responsables de l'armée américaine qui ont été limogés. Donc, de ce point de vue, la démission forcée de Randy George n'est pas en soi une nouveauté, mais évidemment, le deuxième élément est un élément de contexte actuel avec la guerre au Moyen-Orient. Randy George, on le rappelle, qui est diplômé de la prestigieuse université de West Point et qui avait été nommé à ce poste par Joe Biden en 2023. Randy George, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre. Et comme on parle beaucoup depuis quelques jours d'une possible potentielle offensive terrestre, qu'est-ce que ça pourrait donner, etc., ça peut être un deuxième élément d'explication de son éviction. Peut-être y a-t-il au sein de l'armée de terre des hauts responsables qui estiment qu'une opération terrestre en l'état serait extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Ménage au sein du ministère de la Défense, ménage aussi au ministère de la Justice. Cette fois, c'est la ministre Pamela Bondi qui a été licenciée. Pam Bondi, pourtant très zélée dans la défense de Donald Trump dans le dossier Epstein dont son administration avait la charge. Elle sera remplacée par l'avocat personnel de Donald Trump qui assurera l'intérim. C'est dans ce contexte que la France a interdit le survol de son territoire par des avions américains transportant des armes vers Israël, ce qui a provoqué la colère de Tel Aviv. Tous les sujets sont liés, on le rappelle, Bruno Darou. Entre Israël et la France aujourd'hui, les relations sont de nouveau extrêmement tendues, malgré les efforts de Paris? Oui, ce sont des relations très tendues, malgré effectivement les efforts de la France ces derniers mois pour essayer d'apaiser un peu les crispations entre Paris et Tel Aviv, crispations, on le rappelle, qui sont nées de la décision par Emmanuel Macron l'été dernier de reconnaître l'État de Palestine. Depuis cet épisode, qui avait été donc un point de haute tension entre les deux pays, Paris essayait donc de ramener les choses vers une relation plus apaisée. Seulement, voilà, il y a eu la guerre au Moyen-Orient et la France, qui estime que ce conflit n'est pas le sien, qu'elle n'a pas été prévenue comme les autres alliés des États-Unis avant le déclenchement des opérations militaires. La France a donc refusé, vous l'avez rappelé, le survol du territoire français par un avion américain qui transportait des bombes israéliennes. Et ça a été jugé absolument inacceptable pour Israël. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, selon un haut responsable israélien. D'autant plus qu'Israël avait cherché à convaincre la France de permettre le survol de son territoire avec l'argument, en fait, cette guerre, c'est certes une guerre régionale, mais c'est aussi une guerre pour la sécurité de l'Europe. Donc vous devez autoriser ce survol. Paris est resté inflexible et donc, oui, Philomé, on est à nouveau dans une relation très crispée entre la France et Israël. Merci beaucoup, Bruno Darou, pour votre décryptage.